C'est marrant, la banque a dit oui plus facilement pour financer un projet d'achat-revente sur 8 lots plutôt qu'une seule maison à retaper et j'ai mis énormément de temps et longtemps à comprendre pourquoi. Dans cette vidéo, on se trouve dans le sud de la France, ça me permet un petit peu de me déconnecter de l'environnement Dubaï, des buildings et de revenir un petit peu aux fondamentaux. Et je voulais parler avec vous, je voulais faire une espèce de pensée à moi-même, parler à haute voix sur cette chaîne. D'ailleurs, je vais en faire beaucoup en ce moment parce que j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses pas qui me tracassent, mais qui me traversent l'esprit, que j'ai envie de partager aussi avec vous. Et la première des choses que j'ai envie de partager, c'est le financement pour une opération d'achat-revente, qu'elle soit professionnelle ou de particulier. Et ça, c'est un fait notable que je vois dans mon entourage ou dans les séminaires que j'organise sur le nombre de personnes qui n'arrivent pas à obtenir un financement pour faire un projet d'acheter potentiellement rénover et revendre pour en tirer un bénéfice. Ce qu'il faut noter, c'est là où j'ai eu une grosse remise en question, c'est au vu des nombreuses fois où je suis allé déposer des dossiers bancaires, eh bien, je me suis rendu compte d'une chose, je voulais vous partager, qui m'a littéralement fait changer ma manière d'aborder les rendez-vous avec ma banque. Le premier point, c'est tout simplement l'aspect financier. Euh, on a tendance à confondre et à ne pas être conscient dans le contexte dans lequel on est lorsqu'on va à la banque. Je vous prends un exemple. Il n'y a pas très longtemps, je suis allé dans un lieu, passer un petit séjour sympathique. C'était un hôtel 5 étoiles, etc. Et j'étais surpris à l'accueil de me faire accueillir par la réceptionniste, en fait, qui était assise sur un radiateur posé au bord de fenêtre et qui ne s'est même pas levé en fait pour m'adresser salutations. Dans un 5 étoiles, ça fait un peu bizarre, je vous avoue. Et c'est une tendance que je revois. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que cette personne-là en fait n'avait pas conscience du contexte dans lequel elle était. Un 5 étoiles, en fait, il y a des principes, il y a un certain standing. Je pense que son patron n'avait pas été très content de la manière dont elle nous a accueillis, mais je vois vraiment une tendance des gens à ne pas comprendre dans quel contexte ils se situaient. Je pense que cette dame, si gentille qu'elle soit, elle n'avait pas conscience du lieu en fait et du standing tout simplement de l'événement de l'hôtel. Idem hier, je vais au restaurant. Je demande un peu de moutarde et la personne me ramène carrément le pot de moutarde. Mais dans un restaurant, en fait, on ne peut pas faire ça. Ça prend 2 secondes. Ce n'est pas un restaurant gastronomique, hein, c'est un restaurant somme toute standard. Mais le fait de mettre ça dans un petit pot et de servir ça, on est au restaurant finalement. Et la personne n'avait pas conscience, encore une fois, du lieu dans lequel elle se trouve. Et je pense que c'est une tendance générale où les gens n'ont pas conscience. On voit des personnes qui vont hurler, parler fort, etc., dans des lieux qui n'ont pas lieu d'être, en fait, tout simplement. Et je pense qu'il y a une crise pas de la confiance, mais de la conscience de cette nouvelle génération, de cette nouvelle façon de vivre, où les gens n'ont plus conscience, tout simplement, de là où ils sont. Et une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a pointé du doigt les autres, en fait, on va se pointer du doigt soi-même. Parce que, et moi le premier, je me suis toujours trompé lorsque je suis allé à la banque de ne pas avoir conscience par rapport au rendez-vous et surtout la personne que j'avais en face de moi. On a tendance à confondre le banquier d'affaires, celui qui est en Suisse, qui va travailler chez Pictet. Pictet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grosse banque suisse, une des plus prestigieuses, une banque privée. Et là, quand on rentre dans ce genre d'établissement, on va avoir affaire à un banquier privé, pas un conseiller bancaire. C'est la nuance. Et c'est là où il faut, nous, en tant qu'investisseurs, ne pas critiquer lorsqu'on voit des gens qui n'ont pas conscience de leur milieu, avoir conscience avec qui on fait le rendez-vous et avec qui on s'adresse. Et le conseiller du Crédit Agricole, du LCL, du CIC, ce n'est pas le banquier d'affaires de chez Pictet ou de chez Lombardier. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience et c'est le premier point, le premier problème de la plupart des investisseurs, c'est qu'ils vont présenter leur projet de manière financière à un conseiller bancaire. Il faut bien comprendre une chose, et je pèse mes mots quand je dis ça, moi qui suis expatrié, je peux vous en parler, le fait en France, c'est malheureux à dire, hein, mais en France, socialement parlant, c'est plus dramatique de s'expatrier pour raisons financières et pour minimiser son imposition plutôt que d'aller braquer un commerce.
On va toujours trouver des circonstances atténuantes au braqueur. En plus, on va lui dire qu'il ne faut pas poster sa photo sur les réseaux sociaux, c'est interdit, etc. La justice est assez clémente. Mais par contre, une personne qui fait ça légalement, qui va s'expatrier dans un pays pour optimiser sa fiscalité, bah, socialement, c'est très mal vu en France, plus que d'aller braquer un commerce. Et c'est un fait, c'est véridique. Et donc, bah, quand on s'adresse aux conseillers, conseillers bancaires du Crédit Agricole, LCL, etc., bah, en fait, c'est la même démarche. C'est-à-dire que je me suis longtemps présenté comme une personne qui voulait faire de l'argent. Et moi qui ai vécu à Dubaï, qui a vécu dans un émirat qui justement n'a pas peur de faire de l'argent, là-bas c'est assez sain, il y a une concurrence qui est loyale et honnête de faire de l'argent. Je ne parle pas de la manière de faire de l'argent, je parle du contexte économique de ça. Eh bien, moi j'ai été baigné dedans pendant des années, donc ça ne me choque pas. Mais par contre, le discours, avoir un discours comme j'ai pu l'avoir avec certains banquiers en disant ben, moi je veux acheter un bien immobilier, le rénover et le revendre, ben, finalement ce n'était pas le meilleur des discours et j'avais aucune conscience en fait du contexte dans lequel je me trouvais lorsque j'ai franchi le pas de la porte de la banque. Et ça c'est un problème pour beaucoup je pense, de ne pas savoir dans quel contexte on se trouve, notamment voilà, tout simplement de miser uniquement sur l'argent. Et on se dit, nous, on a une société de marchand de biens, on veut faire du profit. Et oui, c'est vrai, la société doit être profitable, ça c'est un fait. Mais on ne doit pas oublier que l'activité économique et l'argent que va générer la société doit découler de la création de valeur. Et en fait, quand on arrive avec ce discours, tout beau, tout neuf, de dire regardez, monsieur le banquier, en plus je suis un super négociateur, regardez, j'ai super bien négocié le bien, les travaux, je les ai déjà chiffrés, je vais revendre plus cher, etc. Donc mathématiquement, je gagne de l'argent. Oui, certes, et encore, parce qu'en fait, la seule création de valeur, c'est votre capacité à négocier, qui est très mal vue socialement, on n'aime pas les négociateurs, et de deux, l'argent que vous allez faire et en tout cas a pour unique but la spéculation immobilière. C'est-à-dire que vous vous attendez à soit que le marché reste en place et que le prix au mètre carré ne bouge pas dans votre ville, soit qu'il augmente pour encore plus augmenter votre plus-value. Et donc en fait, vous avez misé uniquement sur la spéculation. Et ça, c'est catastrophique. Ça, vous pouvez avoir ce discours-là avec un banquier d'affaires. Voilà, vous allez chez Lombard Odier, vous tapez à la porte, vous allez montrer par A plus B que vous gagnez, vous pouvez avoir un rendement sur vos biens immobiliers. Oui, en fait, c'est le bon endroit. Mais avec le conseiller de votre banque, c'est pas du tout le lieu. C'est pas du tout le lieu. Et ça, c'est une réflexion que je me suis fait. Et c'est une manière maintenant que j'ai de proposer différemment en tout cas mes projets bancaires. Et c'est notamment lors d'un rendez-vous où je suis allé faire financer, à l'époque c'était un lot, c'était une ancienne ferme où on allait diviser et faire plusieurs lots. Mais quand je dis plusieurs, là, ça dépassait la dizaine de lots. Donc il y avait beaucoup de problématiques d'urbanisme. Fallait, avec le conseil municipal, il fallait avoir des autorisations. On avait des gros problèmes aussi pour les évacuations parce que comme il y avait beaucoup de logements, et à l'époque, je crois qu'on augmentait, c'était un tout petit village, hein. Vous savez, moi j'ai beaucoup investi en Franche-Comté, donc il y a des petits villages de 200, 300 habitants. Et je crois que le fait de faire ce projet, ça devait augmenter la population du village je ne sais plus, 5-6%, mais ce qui est énorme en fait, hein, ce qui est énorme. Et donc sur ce lot-là, il y avait des problèmes de canalisation. Aussi, la mairie devait mettre à disposition les écoulements, l'arrivée d'eau, etc. Elle n'était pas forcément équipée en plus pour ça. Mais ce projet-là, bizarrement, c'était un gros projet, hein, il a été assez vite accepté dans le fond. En tout cas, il n'a pas été jusqu'au bout parce qu'après, je n'avais pas trouvé à l'époque de bon entrepreneur du bâtiment pour pouvoir faire le chantier. J'en voulais qu'un et je n'ai pas trouvé de personne qui était assez compétent et assez fiable pour se lancer dans un tel projet parce que ça, ce genre de projet, c'est soit en fait vous faites fortune, soit vous vous ruinez pendant des années. Et à l'époque, je n'avais pas voulu prendre le risque avec la personne avec laquelle j'avais fait tous les devis travaux. Et j'ai bien fait par la suite parce que cette entreprise en plus a fait faillite. Donc
voilà, des fois, le meilleur choix à faire, c'est de savoir faire un pas de retrait pour en faire trois plus tard. Et donc, en fait, ce projet-là, finalement, par la banque, a été assez bien accepté. À l'époque, on m'avait proposé de faire financer le projet en totalité. Il y avait quand même un apport à mettre, hein, un petit apport, mais qui n'était pas forcément extrêmement, enfin, extrêmement conséquent. Et par contre, il y avait des lots à revendre. Quand vous faites un projet avec beaucoup de lots comme ça, on vous demande au minimum 40 à 50% de pré-commercialisation, c'est-à-dire de revendre les lots sur plan avant de les avoir construits bien sûr, mais de faire de la précom comme un promoteur finalement et d'aller vendre sur plan vos lots pour donner une garantie en fait. Et à l'époque c'était 50%. Mais je suis déjà allé voir le même banquier pour un projet d'une maison toute simple où j'avais super bien négocié, c'était largement en dessous du prix au mètre carré, je faisais une rapide rénovation, il n'y avait pas grand chose à faire. Et ensuite, je pensais pouvoir revendre et en tirer une plus-value conséquente quand même. Mais ce projet-là, bizarrement, n'a pas été accepté. Tout de suite, le banquier m'a refusé. Et à l'époque, je n'avais pas compris pourquoi, parce que sur le papier, il était bon, mais c'est uniquement parce que la seule valeur que je crée pour ce bien-là, c'est de la spéculation. Et on ne peut pas arriver avec un discours comme ça chez le banquier. C'est pas cohérent et surtout, c'est pas socialement et moralement acceptable pour un banquier. Le banquier, il n'est pas uniquement là pour vous faire gagner de l'argent, etc. Il y a aussi un projet moral. Le meilleur argument que vous pouvez donner à votre banquier, ce n'est pas l'argent que vous allez gagner sur votre vente, c'est comment dire, l'imposition que vous allez payer et l'argent que grâce au banquier, l'État va pouvoir récupérer dans les caisses pour le pot commun. Ça, c'est un argument qui a beaucoup de valeur. Savoir combien d'impositions vous allez payer sur cette opération, combien il va y avoir de CSG, CRDS, etc., le taux d'imposition. Tout ça, on n'y pense pas, hein, on ne le met jamais dans ces dossiers, mais contribuer à la collectivité, ça donne une raison tout simplement aux banquiers de vous prêter cet argent. Et le bénéfice, parce qu'il y aura un bénéfice quand même à la fin, parce que j'espère quand vous faites vos opérations, vous calculez pour faire un bénéfice, et ce bénéfice-là est la conséquence en fait d'une valeur que vous avez créée. Maintenant, pour moi, il y a trois types de valeurs dans une revente immobilière. Il y a bien sûr acheter, donc la capacité à négocier, ça c'est dans les trois points que je vous ai abordés, celle-ci elle est primordiale, mais ça c'est une compétence, ce que j'appelle de cours intérieur. Il y a les compétences de cours intérieur et les compétences de jardin. Ce qu'on appelle les compétences de cours intérieur, c'est la cour intérieure, c'est ce qu'on ne veut pas montrer, c'est là où on va garer la mobilette, etc. Là où on met la tondeuse, c'est ce qui est moche dans votre maison. Par contre, le jardin, on essaye de mettre les belles choses. On met les plantes, on va planter des arbres, on va mettre des oliviers, on va faire quelque chose de beau, mais la tondeuse, on la met toujours dans la cour intérieure, jamais dans le jardin. Et ça, c'est ce que vous devez toujours avoir un double discours à la banque, un discours cours intérieur et un discours jardin. Et le discours négociation, c'est un discours de cours intérieur. C'est quelque chose que pour vous, c'est OK, c'est là où vous allez faire plus d'argent, mais ce n'est pas un argument pour votre banquier de dire j'ai super bien négocié. Ensuite, deuxièmement, il va y avoir le type de projet, là où la valeur va être créée. Donc il faut bien qu'à un moment donné, il y ait une valeur qui se crée, une raison de pouvoir vendre plus cher. Si c'est uniquement la spéculation immobilière, vous êtes mort. Vous êtes mort, il n'y a pas de valeur en fait. Le banquier, finalement, va vous prêter de l'argent sur 6 mois, même pas 6 mois, 3 mois si vous êtes bon. Pourquoi? Parce que vous êtes un bon négociateur, parce que vous allez faire de l'argent et lui va gagner 3% sur le crédit qu'il vous a fait, sur la ligne de crédit. Franchement, il n'y a aucun intérêt. Moralement, socialement, il n'y a aucun intérêt. Les banquiers aiment les projets sociaux. N'oubliez pas, le Crédit Agricole, quand ils font leur pub pour financer des résidences principales, c'est financer le projet de votre vie. Voilà. Et ce n'est pas que du marketing, c'est parce que je pense qu'ils en sont consciemment persuadés. Faire financer Crédit Agricole, voilà, en plus, c'est des banques. Je prends celle-là pour exemple parce que c'est celle qui m'a le plus suivi dans ma carrière d'investisseur, mais c'est des banques qui, à la base, voilà, finançaient justement le côté agricole, etc., le côté professionnel. Donc, il y a cette valeur à apporter, cette valeur créée, et si c'est uniquement la spéculation, franchement, vous n'apportez pas de valeur. Vous savez ce que vous êtes? Et je peux vous en parler parce que je le vis au quotidien. Parce que moi, comme vous le savez, je suis de Dubaï, donc il y a cette étiquette Instagrammeur de Dubaï qui fait de l'argent, qui est sur les réseaux sociaux. Moi, je coche toutes les cases de l'influenceur
que on va dire bah, s'il y a la guerre à Dubaï, bah, tant mieux, crève. Et c'est tant mieux pour vous, arrêtez de râler, vous avez voulu quitter la France, bah, vous n'avez qu'à crever sur les bombes. Moi, je coche toutes les cases, d'accord? Mais je l'ai voulu et je l'assume. Il n'y a aucun problème avec ça. Et en plus, voilà, je ne me reconnais pas dans cette case. Donc, si vous voulez, grand bien face aux gens qui pensent ça. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est de dire, bah, quand nous, on va faire un projet de marchand de biens et quand on va apporter l'argument uniquement spéculatif, eh bien, on se retrouve en fait aux yeux du banquier à être un Instagrammeur de Dubaï. Je suis désolé de le dire, mais toutes les personnes qui vont avec leur dossier dire, même pour du locatif, hein, ouais, moi je vais gagner de l'argent parce que je sais bien négocier, j'ai super bien négocié, j'ai négocié mes artisans, les devis de travaux, etc. Et je vais revendre ou je vais louer et je vais faire du cash. Ben, vous êtes, aux yeux du banquier, un Instagrammeur de Dubaï. Vous avez les dents longues, ce qui vous intéresse, c'est que l'argent. Et ben, il n'y a pas de raison particulière, moralement bon, en tout cas bonne à accepter. Le banquier, quand il va rentrer chez lui, il ne va pas se vanter en fait d'avoir financé une personne qui veut uniquement faire du cash. Et ça, en fait, il faut prendre conscience, nous, en tant qu'investisseurs, qu'on ne doit pas avoir ce discours. Et si vous faites ça, bah, vous vous retrouvez dans la même position que moi quand je fais du contenu sur Internet ou quand je poste mes réels sur Instagram, bah, vous êtes un influenceur de Dubaï. Désolé de vous le dire. Donc, il faut arriver à… Maintenant qu'on a dit ça, il faut trouver des solutions. Il faut arriver avec une autre approche, un autre angle finalement de rendez-vous. Et je pense qu'il y a plusieurs autres angles qui sont largement dépassés parce que faire du cash, encore une fois, la société, il faut qu'elle soit profitable. On n'est pas en train de dire qu'il faut perdre de l'argent. Ce n'est pas du tout ça le sujet. On est en train de dire, et encore, parce que les banquiers adorent financer les boîtes où voilà, la petite personne qui va monter son premier shop de parfum, il n'y a aucun business model. On sait très bien que les marges elles vont s'effondrer, il n'y a aucune marge à faire dessus. Du business physique, l'électricité, le commercial à payer, le bail à prendre, c'est mort déjà dans l'âme. Mais les banquiers financent. Et vous le savez, en France, je crois que la statistique, c'est que 50% des boîtes ferment au bout de 3 ans. Donc oui, on peut dire que les banquiers financent des boîtes qui ne font pas d'argent. Mais nous, il y a quand même une profitabilité à avoir. Il faut que votre boîte quand même tourne et fasse du cash. Mais ce discours-là, le discours du cash et de l'argent et du bénéfice, est un discours de cours intérieur, encore une fois. Vous pouvez le mettre en avant, mais ce discours-là doit être une conséquence du jardin. Voilà, la cour intérieure doit être une conséquence du jardin. Et le jardin, qu'est-ce que c'est du coup? Qu'est-ce qu'on peut mettre sous les yeux du banquier pour avoir un beau jardin à présenter finalement, bien tondu, etc. Eh bien, comme je vous l'ai dit, première solution, on négocie, on sait bien rénover et on revend. Et donc, spéculation, on sait que le marché va tenir, même si on ne le sait pas vraiment, ou qu'il va monter, et donc on va gagner de l'argent. Ça, c'est le premier point, c'est le plus catastrophique. C'est l'Instagrammeur de Dubaï. Vous êtes un influenceur de Dubaï quand vous parlez comme ça à votre banquier. Deuxième méthode, deuxième angle, c'est d'avoir des datas et d'aller réfléchir un petit peu, d'aller creuser le sujet. Moi, l'angle que j'aborde au niveau de la banque, et c'est une spécialisation, une spécificité que j'en ai fait, moi, pour mon entreprise, c'est de me spécialiser dans la division. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on le sait, vous pouvez aller sur le site de l'INSEE, il y a beaucoup ce qu'on appelle le desserrement des ménages. Qu'est-ce que c'est le desserrement des ménages? C'est en 1970, vous aviez 5 personnes en moyenne qui vivaient sous le même toit. Aujourd'hui, en 2026, vous avez pour 5 personnes qui habitent, 5 personnes de la même famille, eh bien vous allez avoir 5 logements en moyenne. C'est 4,3 je crois la moyenne. Pourquoi? Parce que bah bien souvent, et ça c'est un fait, les gens divorcent, et beaucoup plus qu'en 1970. Donc les gens divorcent, donc déjà, même famille, déjà il faut 2 maisons. Ensuite, chaque enfant va assez vite quitter le foyer pour aller se mettre en appartement, et donc il faut multiplier les logements. Aujourd'hui également, on ne vit plus avec nos grands-parents. Voilà, ça c'est un fait aussi, et donc il faut encore plus de maisons. Et c'est ce qu'on appelle le desserrement des ménages, et c'est un fait finalement.
Et quand on a compris ça, eh ben, la solution que la société, en tout cas que ma société apporte, eh ben, c'est de faire de la division. C'est de faire de la division, de trouver des surfaces qui sont grandes parce qu'aujourd'hui, il y a une crise du logement. Aujourd'hui, la France a besoin de beaucoup plus de logements qu'elle n'a actuellement. Par année, je crois que c'est 400, si je ne dis pas de bêtises, 40 000 logements supplémentaires chaque année que la France doit avoir. Et je pense que mon chiffre est très bas, hein. Attention, je vous remettrai peut-être la capture d'écran du nombre de logements par année que la France doit avoir pour être ce que j'appelle dans les clous, pour pouvoir servir tout le monde finalement. Il y a un gros manque de logements en France. Et donc, en fait, le fait de partir du principe que la division, ça va aider en tout cas à vivre, et c'est le slogan de ma société, hein. Le slogan de ma société, c'est investir le marché d'hier avec la vie d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, les gens ont besoin de beaucoup plus de logements. On a besoin de beaucoup plus de logements. Et donc, la division, eh ben, c'est la résolution de ce problème-là. Et donc, on vient résoudre un problème de société actuelle qui est fort. On sait qu'on a besoin de plus de logements. On sait que la terre se fait rare, hein, maintenant. Aujourd'hui, en France, la terre se fait rare. Et donc, diviser des logements permet de pouvoir fournir plus de personnes et dispenser plus de personnes. Et donc, il y a un fait social et un fait moral, forcément. Et abordé comme ça, votre banquier, finalement, va pouvoir avoir une raison valable et morale de pouvoir suivre votre projet. Et ça a beaucoup plus de valeur que d'avoir un projet qui est beaucoup plus profitable que potentiellement le mien en termes de chiffres, je parle. Donc c'est cet état d'esprit-là que vous devez avoir. Et je pense que, et quand je dis vous, je me mets dedans parce que je l'ai eu. Et le fait de venir en France, là, passer quelques temps dans les biens du Sud, de quitter un peu cet environnement Dubaï, Instagram, etc., ça me fait prendre conscience finalement, ça laisse de la place aussi pour réfléchir, et ça me fait prendre conscience que voilà, en fait, j'étais trop dans la position en tout cas je parle de mes projets immobiliers, trop dans la position de l'Instagrammeur Dubaïote qui veut, qui a les dents, qui raye le sol et qui veut faire du cash, du cash, du cash, du cash. C'est pas un discours qui est entendable. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de manières et d'angles différents d'approche. Moi, je vous ai donné le mien actuellement, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Notamment, on pourrait voir aussi l'angle comment dire, de la nature des biens. Vous savez, il y a beaucoup de locaux commerciaux. Il y a beaucoup de mairies qui seraient ravies qu'un entrepreneur puisse se lever le matin et dire je vais essayer d'aller faire la chasse aux locaux qui sont vides et de pouvoir me débrouiller et régler le problème avec l'urbanisme, parce que ça, personne ne veut s'y frotter. Et c'est un problème qu'un entrepreneur peut résoudre. C'est se frotter à l'urbanisme et dire voilà comment je peux changer la nature des biens avec la mairie, et dire voilà, essayer de transformer plus de locaux commerciaux en local d'habitation. Et là, en fait, quand vous présentez ça au banquier, c'est-à-dire voilà, aujourd'hui, moi, ma société, elle a pour but de donner plus de pouvoir d'achat à chaque maire et à chaque commune, et de pouvoir développer le tourisme dans chaque commune, ou développer en fait la vie de quartier. Voilà, c'est une très belle valeur morale, développer la vie de quartier. Comment vous faites? Tout simplement, moi je suis expert pour trouver des biens, des locaux qui sont abandonnés, vides, ou qui n'ont pas leur place dans le quartier, et de les transformer en local d'habitation. Et de les revendre aux particuliers. En faisant ça, je fais un bénéfice, mais c'est une conséquence. Mais quand vous arrivez chez le banquier avec ce discours-là, je vous assure que vous aurez un tout autre impact. Donc voilà, c'était une pensée pour moi-même ce soir, une vidéo pour moi-même, mais que je vous partage. Je vous en partagerai d'autres pour cet été. On va essayer de passer, on va même pas essayer, on va passer beaucoup de temps ensemble cet été, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Vous avez vu, même dans cette vidéo, je me suis un peu éparpillé certaines fois, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Vous prendrez ce que vous avez envie de prendre dans cette vidéo, mais je suis sûr qu'elle va vous aider, j'en suis même persuadé. Et on se retrouve très bientôt, tout bientôt. Si vous avez des questions, des sujets aussi que vous voulez aborder ensemble pendant cet été, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle fera du bien à un proche, qu'elle aidera un de vos collègues. N'hésitez pas. C'était Kevin et je vous dis à très bientôt.